Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Serma Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Cette semaine, c'était justement le CES, plutôt la semaine dernière parce que je suis un peu en retard sur cette vidéo. Et du coup, évidemment, il y a eu énormément de news au niveau de la tech. Et aussi de l'IA, genre beaucoup de choses au niveau de l'IA. Bien qu'en réalité, vous avez une grosse entreprise en particulier qui a dit que l'IA, ça ne vendait pas et du coup, ils allaient arrêter de le mettre en avant autant. Donc ça, on en parlera dans les news justement. Vous avez plein de news variées ici, donc regardez la table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Je rappelle aussi que c'est disponible sur Spotify, donc n'hésitez pas à regarder, ou plutôt écouter. Vous pouvez regarder, mais vous pouvez surtout écouter sur Spotify. Et du coup, commençons tout de suite. Là aussi, il n'y aura pas de deal de la semaine cette semaine-ci parce que c'est début janvier et il y a très peu de deals. J'ai passé genre 1 heure à chercher des deals et j'ai rien trouvé d'intéressant. Donc, ma foi, pas de deal de la semaine cette semaine-ci. La semaine prochaine. Et au passage, bonne année 2026, parce que c'est la première vidéo que je tourne en 2026. Et commençons justement avec un de ces produits augmentés par IA que personne n'a demandé, mais que l'entreprise a quand même fait. Et ici, c'est le Razer Project Ava, qui est basiquement votre assistant augmenté par IA chez vous directement dans ce petit appareil. Donc pour ceux qui sont sur Spotify qui ne le voient pas, vous avez basiquement une sorte de cylindre avec une base, avec évidemment du RGB, le logo Razer. Vous avez un cylindre qu'on dirait en verre et dans cette partie en verre, vous avez une sorte d'hologramme, mais c'est certainement plus un écran. Je pense qu'on le voit un petit peu d'ailleurs. Ça doit être un de ces écrans OLED transparents qui donne l'impression que c'est un hologramme. Et puis au-dessus, vous avez encore un autre cylindre qui complète. Donc c'est deux cylindres noirs avec un cylindre transparent au milieu. Et dans la partie supérieure, vous avez quelques contrôles et surtout une caméra. Ça va être assez important. Et là, je peux jouer un petit peu la vidéo pour ceux qui voudraient voir ce que ça donne sur YouTube ou qui ont la vidéo sur Spotify. Et comme vous pouvez voir, oui, vous avez votre propre Wi-Fi qui apparaît, qui vous dit « Hey, il est temps de te réveiller. Salut Joey. Tu as ronflé. Tu devrais porter ta jaquette vert. » Ah, évidemment, si vous êtes une femme, vous pouvez avoir une version husbando, et évidemment, ça semble logique. Donc, ouais, c'est basiquement, comme j'ai dit, un assistant augmenté par IA qui prend une forme un petit peu physique à côté de vous sur votre bureau. Et ouais, pour moi, s'ils avaient sorti ça le 1er avril, j'aurais été en mode « Oh, excellente blague du 1er avril, Razer. » Mais non, ils l'ont sorti comme un réel produit. Et ça a l'air quand même bien travaillé. C'est pas que c'est mauvais au niveau, on va dire, présentation ou autre chose. C'est juste que à l'heure actuelle, on va dire, c'est peut-être pas le meilleur choix de sortir ça. Les composants informatiques vont coûter de plus en plus cher à cause de justement tout ce qui est IA. Tous les data centers sont en train de prendre la rame. Les GPU coûtent de plus en plus cher. Razer est une compagnie qui fait des produits normalement pour les gamers. Et ils sortent quelque chose comme ça qui littéralement dit hey, aux gamers, hey, au lieu d'avoir une carte graphique à un prix raisonnable, on va juste vous sortir ça, qui utilise évidemment des IA qui sont dans un data center, qui eux utilisent votre RAM que vous auriez pu avoir dans votre PC. Donc forcément, les gens n'étaient vraiment, mais alors vraiment pas contents quand ils ont vu ça. C'est déconnecté de la réalité en fait. C'est vraiment, Razer ne comprend pas que déjà leur audience ne veulent pas ça. Et puis derrière, c'est même ce genre de produit enlève la possibilité aux gens de peut-être même acheter un PC en 2026. Et donc là, on peut voir qu'il y a énormément de personnes qui ont laissé des dislikes. Et oui, on dirait vraiment une blague du 1er avril. C'est ça que je dis. S'il avait sorti au 1er avril, je pense que les gens auraient bien rigolé. Ils auraient été en mode Razer, excellente blague ou autre chose. Mais non, c'est un réel produit. Donc, ma foi, Razer ici, peut-être vous reconcentrer sur ce que veulent vraiment les gamers, parce que ça, je ne crois pas que ce soit un produit vraiment pour gamers. Pas du tout. Ensuite, nous avons Nvidia qui a fait plein d'annonces, et je peux vous résumer d'ailleurs la conférence Nvidia avec cette vidéo de Jensen. AI, 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 AI. AI, 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 the AI, AI, the AI, AI. Oui, qui dit plus de 130 fois AI dans la conférence. C'est assez abusé. Et j'ai juste coupé la vidéo parce que ça continue. Je peux vous en remettre un petit peu d'ailleurs. AI model, AI model, AI model, AI, AI, AI model, AI, 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 AI to be AI, AI model. Je pense que vous avez compris. Et dans cette présentation qui était évidemment très concentrée sur plus les data centers, la robotique et tout ça, il y avait un petit peu quand même pour les gamers, et notamment avec l'arrivée de DLSS 4.5 qui, en réalité, offre des trucs très intéressants pour tous les possesseurs de cartes RTX. Et c'est ça qui est le plus intéressant selon moi. Donc, le truc aussi, c'est qu'à mon avis,
cette version de DLSS 4.5 aurait été certainement, je le sens, elle aurait été accompagnée normalement de la sortie des RTX Super. Pour moi, ça semble logique, vous voyez, de mettre en avant une nouvelle version de DLSS avec des nouvelles cartes graphiques un peu plus puissantes. Mais au final, oui, c'est juste DLSS 4.5 vu que les RTX Super ne vont peut-être même pas exister, les RTX 5000 Super, on verra bien. Et dans tous les cas, vous avez vous avez plusieurs nouveautés dans DLSS 4.5. Déjà, ils sont passés à une nouvelle version du modèle Transformer. Donc, le modèle Transformer, je vous rappelle, c'est ce nouveau modèle qu'ils ont introduit, notamment avec les RTX 5000, qui permet d'augmenter la qualité de DLSS, donc que ce soit le super résolution, donc l'upscale d'image, mais aussi même la génération d'images. Et vraiment, le modèle Transformer est certainement, selon moi, le meilleur ajout qu'a fait Nvidia de ces dernières années dans DLSS. Parce que si vous avez même une RTX 2000, vous pouvez en profiter. C'est évidemment plus lourd que l'ancien modèle qu'ils utilisaient, mais il est beaucoup plus détaillé, meilleure qualité, et donc derrière, ça vous permet de peut-être, au lieu de tourner en équilibré dans certains jeux, en DLSS équilibré, vous pouvez vous permettre de vous mettre en mode performance et avoir encore plus d'FPS. Donc franchement, c'est l'un des meilleurs ajouts. Et donc là, avec DLSS 4.5, vous avez la deuxième génération justement du modèle Transformer qui améliore encore plus sa qualité, qui permet de vraiment même des fois passer, si vous jouez même en mode performance, maintenant vous pourrez peut-être même vous permettre de jouer en mode ultra performance et derrière d'avoir beaucoup plus de FPS. Et encore une fois, c'est disponible sur toutes les RTX. Il y a toutefois un truc qu'on va parler après, donc je tiens à le préciser. Et derrière, avec ces améliorations cette deuxième version du modèle Transformer, vient le fait qu'ils ont amélioré aussi beaucoup ou plutôt ils ont corrigé des problèmes qui étaient notamment dans frame génération ou multi-frame génération. Bien souvent, des petits problèmes de mouvement ou autre chose ont été améliorés. Et derrière, ils se sont permis de même passer à un mode x6. Donc oui, multi-frame génération normalement était limité à x4 au niveau FPS. Ça veut dire que vous aviez une image générée normale, 3 images générées par IA. Ici, ça va passer à x6, ce qui donne évidemment une image générée normalement et 5 images générées par IA. Et donc, ça permettra de décupler encore plus FPS. Même si, encore une fois, évidemment, j'en ai déjà parlé plein de fois avec DLSS 4, ça marche bien, mais il y a toujours quelque chose de hyper important à tenir en compte, c'est que, selon moi, le frame génération, le multi-frame génération, vous devez l'activer à partir d'un FPS déjà jouable. Donc, si vous êtes à déjà 60 FPS avec DLSS Super Résolution, qui fait déjà de l'upscale, après, vous pouvez vous dire, OK, je suis déjà à 60 FPS, je vais activer le frame génération, le multi-frame génération pour juste augmenter encore plus FPS pour que visuellement, ça paraisse plus fluide, mais au niveau contrôle, on est déjà à 60 FPS, donc j'arrive à contrôler le jeu. Et dans la plupart des jeux, surtout des jeux solo qui sont souvent les plus lourds, ça ne pose selon moi pas de problème. Dans des jeux compétitifs, évidemment, par contre, là, c'est un autre débat. Mais dans les jeux solo qui sont les plus lourds, ça marche. Certaines personnes, ce sera 60 FPS. Pour d'autres personnes qui sont plus sensibles, ce sera 80 FPS. Et pour d'autres personnes qui sont moins sensibles, ce sera même 40 FPS. Chacun a un petit peu sa valeur, on va dire, qui fonctionne avec. Moi, je sais que c'est à peu près à 60 FPS où je suis en mode, OK, au niveau contrôle, ça va, maintenant j'active. Et ce qui est intéressant avec DLSS 4.5 ici, c'est qu'ils ont rajouté un mode dynamique multiframe génération qui permet de choisir automatiquement le mode et de le changer à la volée. Donc, avant, ce que vous deviez faire, c'était choisir, par exemple, OK, je tourne déjà à je sais pas moi, 60 FPS, j'ai un écran 180 Hz, je vais me mettre en mode x3, parce que du coup, 60 x 3, ça fait 180 FPS, logique. Mais vous deviez savoir un petit peu ça. Le problème, c'est si vous activiez le mode x4 en vous disant, je vais mettre x4, comme ça je dépasse les 180 FPS sans aucun problème. Le problème derrière, ce que ça faisait, c'est que ça réduisait le nombre d'images générées nativement par le jeu, pour générer un peu plus d'images générées par IA. Donc, c'est-à-dire que pour atteindre les 180 FPS, surtout si vous loquiez le FPS à 180, il allait générer 45 images normales, et puis il allait générer le reste par IA, parce que 45 x 4, ça donne évidemment 180. Donc là, ce qu'il fallait faire, c'était évidemment le mettre plutôt en mode x3, parce qu'en mode x3, vous tourniez à 60 FPS, et puis vous faites x3 et ça fait 180. Et du coup, certaines personnes ont peut-être fait ça sans faire exprès, et se sont, selon moi, réduit un petit peu leur expérience de jeu. Ici, avec le mode dynamique, ce que vous faites, c'est que vous dites, OK, non, choisis pour moi. Et dynamiquement, il va choisir le mode le plus adapté. Donc, si vous tournez déjà à 80 FPS et vous avez un écran, je sais pas moi, 240 Hz, eh bien, il va faire x3. Si vous avez un écran 120 Hz et vous tournez déjà à 80 FPS, certainement, il va vous mettre en x2. Il va choisir automatiquement et aussi, selon la charge du jeu, il va changer dynamiquement
selon ce qui se passe. Donc si d'un coup vous êtes dans une mission, dans un jeu, dans une zone du jeu qui est beaucoup plus lourde, il va augmenter, le ratio va peut-être passer en mode x4 pour avoir plus d'FPS. Donc ça, c'est selon moi l'un des meilleurs ajouts justement avec le multi-frame génération, parce qu'avant c'était, encore une fois, il fallait bien les régler, et des fois ça vous pouvait vous faire perdre, pas en FPS, parce que techniquement le FPS était toujours bon, mais ça vous pouvait vous faire perdre en délai d'input, ou plutôt il y avait plus de délai au niveau de votre input, donc quand vous bougez votre souris, et ça c'était forcément pas une bonne chose. Donc le mode dynamique permet en partie de régler ça, même si évidemment dans certains cas ça peut arriver que des fois ça pourrait un petit peu vous affecter. Après, tenez compte évidemment que multi-frame génération est seulement disponible évidemment sur les RTX 5000, donc ça ne change pas. Par contre, le nouveau modèle Transformer est disponible sur toutes les RTX, et c'est ça qui est intéressant. Évidemment, ce nouveau modèle Transformer est plus lourd et a un impact en performance sur les cartes. Alors si vous avez une RTX 5000 ou une RTX 4000, ça peut être genre de 2 à 3%. Vous avez deux news ici qui en parlent un petit peu, et vous avez des tests qui ont été faits par notamment Hardware Unbox, et ils ont découvert que oui, l'impact sur les RTX 5000 et 4000 est plus genre quelques pourcents. Et dans certains cas, les pires cas, ça peut augmenter même jusqu'à 5%, mais c'est vraiment les pires cas. Et puis par contre, sur les anciennes RTX 3000 et 2000, là l'impact est beaucoup plus important. Ça peut être plus de 10%, voire même 20% dans certains cas, sur certains GPU qui sont un petit peu plus limités au niveau performance d'IA. Et c'est dû au fait que c'est un modèle d'IA. Ce modèle Transformer est un modèle d'IA, et donc c'est la carte qui le fait tourner avec notamment ces Tensor Core. Et les anciennes RTX étaient moins puissantes à ce niveau-là, et donc c'est plus lourd. Après, tenez compte que c'est plus lourd, mais ça vous donne une meilleure qualité. Donc dans certains cas, vous allez pouvoir vous permettre de, au lieu de tourner en équilibré, comme je dis, vous pourrez tourner en mode performance. Donc c'est un jeu d'équilibrage. C'est la même chose quand le modèle Transformer 1.0 est sorti. Il était aussi plus lourd, notamment sur RTX 3000 et 2000. Et il y avait la même situation. Selon moi, ce n'est pas un problème, parce que vous avez toujours le choix d'utiliser l'ancien modèle si vous voulez, et vous pouvez utiliser le nouveau modèle parce que si vous trouvez que ça vous donne une meilleure qualité, que vous pouvez vous mettre en un profil plus rapide et ça compense la perte de performance, ça vaut totalement la peine. Donc c'est cool d'avoir le choix, et c'est ça qui est selon moi le plus important, c'est vous pouvez choisir. Mais toutes les news Nvidia ne sont pas positives, parce qu'ici on a une autre news sur GeForce Now, qui est leur service de streaming de jeux vidéo évidemment en ligne, qui va avoir maintenant à partir du 1er janvier 2026, donc c'est déjà le cas, une limite de 100 heures pour n'importe quel abonnement. Et dès que vous dépassez cette limite de 100 heures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez devoir payer un extra. Et vous avez une personne sur Reddit qui a justement fait un tableau pour récapituler un petit peu tout ça, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on peut voir par exemple que l'abonnement performance coûte $9,99, le Ultimate c'est $19,99 par mois. Et donc, pour un an, ce serait $239 pour l'Ultimate, ensuite 1199 pour 5 ans d'Ultimate, et puis 2398 pour 10 ans d'Ultimate. Ce qui, en réalité, va encore au niveau prix, quand vous y pensez. $1199 notamment, c'est le prix d'un PC gamer, on va dire plus, pas entrée de gamme, mais que confortable, mais pas non plus le plus puissant. Et pour l'abonnement Ultimate, vous avez l'équivalent d'une RTX 5080, ou dans le passé c'était une 4080. Donc c'est pour ça que la proposition, on va dire, du service de streaming GeForce Now était pas trop mal, parce que dans certains cas, pour certaines personnes, ça peut avoir un intérêt. Mais derrière, maintenant, oui, vous avez cette limite de 100 heures. Et là, on peut le voir ici. Dès que vous dépassez une centaine d'heures, donc on passe par exemple à 121 heures par mois, vous avez le prix qui passe de $19,99 à $31. Et puis après, évidemment, ça se répercute de plus en plus selon les années. Donc par exemple, au bout de 5 ans, ce serait $1,918, et au bout de 10 ans, ce serait $3,800. Le truc, c'est que je pense que GeForce Now n'est pas forcément fait... Ou en tout cas, moi, j'ai toujours dit, si vous voulez utiliser GeForce Now, c'est parce que vous jouez très peu par mois, ou très peu par jour, et que vous ne pouvez pas forcément justifier le fait d'acheter un PC gamer, et que derrière, vous avez aussi une très bonne connexion Internet. Vous avez la fibre, autre chose, vous êtes sur Paris, vous êtes sur une grande ville qui est interconnectée avec un de leurs data centers. Si vous êtes dans ce cas-là, là, c'est là où ça prend le plus de sens. Maintenant, évidemment, oui, là, vous pouvez le voir qu'avec cette limite de 100 heures, ça casse totalement l'intérêt. Dès que vous dépassez les 100 heures par mois, ça coûte de plus en plus cher, et c'est même assez abusé. Après, je ne pense pas que quelqu'un jouerait, par exemple, 16 heures par jour. Ce serait là, assez abusé. Mais si vous jouez 16 heures par jour, par mois, ça pourrait vous coûter $175 pour l'abonnement Ultimate. C'est abusé. Donc, ouais, c'est juste un rappel comme quoi...
tous les abonnements, tout ce qui est abonnement pour jouer, pour avoir accès à quelque chose, c'est pas une garantie. D'ici quelques mois, d'ici quelques années, ça va coûter plus cher. Ils vont augmenter les prix, forcément. Et là, en plus d'augmenter les prix, ils ont même mis plutôt une limite qui fait augmenter les prix de manière pas exponentielle, mais ça les fait augmenter très rapidement plus vous jouez. Et donc là, ça limite l'intérêt justement pour les gros joueurs. Même si, encore une fois, le service n'est pas fait, selon moi, pour les gros joueurs, mais ça vous montre juste que ça, c'est la limite maintenant. Qu'est-ce que ça va être dans 1 an, 2 ans? Peut-être que dans 1 an, 2 ans, ce sera plus 100 heures, ce sera 50 heures, peut-être même 25 heures par mois. Il n'y a aucune garantie derrière qui ne vont pas justement changer ça. Donc rien que pour ça, oui, moi je vous le dis, si vous le pouvez, bon, c'est peut-être pas le meilleur moment de l'année. Bon, c'est ça aussi que les gens sont pas forcément contents, c'est que derrière, Nvidia profite évidemment énormément du marché data center. Ils sont en train de remettre toute la production possible sur le marché des data centers. Les cartes graphiques vont augmenter en prix. Nous avons la RAM qui augmente en prix parce qu'elle est utilisée dans les data centers. Donc, acheter un PC gamer va coûter de plus en plus cher. Et derrière, la seule alternative qu'on avait, en tout cas offerte par Nvidia, elle est en train d'augmenter en prix. Donc, vous voyez, c'est Nvidia en mode « Oh non, on vous donne plus forcément des cartes graphiques accessibles. » Il n'y a plus de cartes graphiques, par exemple, il n'y a plus d'RTX en dessous de 200 €. Ça n'existe plus. Alors qu'à une époque, vous aviez des GeForce en dessous de 200 €. Ça n'existe plus. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément le budget, voici ce service de streaming. Maintenant, il coûte plus cher. Et voilà. Vous allez payer plus cher, vous allez être content. C'est littéralement ça. Donc forcément, oui, les gens ne sont pas très contents de cette news rien que pour ça, en fait. Ça se voit que même si la demande augmente pour GeForce Now, au lieu d'augmenter la taille des data centers, d'en faire plus, ils vont juste faire plus de limites, augmenter les prix pour compenser derrière sans devoir justement augmenter la taille de sa data center. Et donc, ils peuvent utiliser les GPU plutôt pour d'autres cas d'utilisation ou réserver plus de production, encore une fois, pour le marché des IA. Et c'est ça, encore une fois, que les gens ne sont pas forcément très contents. Donc, ma foi, si vous le pouvez, même si c'est compliqué en ce moment, si vous jouez pas mal, il vaut mieux investir dans un PC. Si par contre vous êtes encore dans ce cas-là où vous jouez juste quelques heures par jour à peine et que vous ne voulez pas forcément un PC ou alors que les prix sont juste abusés, oui, là, dans ce cas-là, GeForce Now peut avoir un intérêt, surtout que ça permet d'utiliser votre propre bibliothèque de jeux vidéo derrière. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter un jeu sur la plateforme que vous perdez après ou autre chose. Donc, vous pouvez toujours le garder. Donc, pour moi, dans ce genre de cas-là, ça vaut la peine. Ou si votre PC a rendu l'âme pendant quelques mois, le temps que peut-être les prix deviennent meilleurs ou autre chose, ça peut valoir la peine d'utiliser le service. Ensuite, évidemment, on a un petit peu des annonces au niveau FSR. Alors, en réalité, cette annonce-là date d'avant. C'est l'annonce, évidemment, de FSR Redstone, parce qu'ils ont fait toute une présentation là-dessus pendant le mois de décembre. Mais comme on a eu l'annonce de DLSS 4.5, je pense que c'est tout à fait logique de les faire correspondre, parce que avec Redstone, AMD a annoncé justement des technologies qui sont similaires à certaines technologies Nvidia. Ils ont même introduit leur propre technologie, donc ça, c'est plutôt intéressant. Le seul problème, c'est que on attendait, et c'était assez important, que pendant cette présentation d'FSR Redstone, ils annoncent qu'ils rendent disponible, en tout cas, par exemple, la dernière version de FSR, donc FSR 4, et surtout l'upscaler qui est dans FSR 4, ils le rendent disponible sur les RX 7000 plutôt, voilà, ça marche bien. Sauf que non, ce n'est pas le cas. Ils n'ont rien dit là-dessus. Et récemment, justement, lors du CES plutôt, ils ont parlé un petit peu de ça. Ils ont dit que oui, c'est possible dans le futur qu'on puisse apporter le support de FSR 4 sur les GPU RDNA 3.0. C'est possible, mais il n'y a aucune garantie. Et c'est là que je trouve que c'est assez dommage à la part d'AMD parce que quand vous regardez, Nvidia a mieux géré la chose. Nvidia, même si le modèle Transformer, même le nouveau modèle Transformer 2 est très lourd et que vous le faire tourner sur une RTX 2000 a un impact en performance, il vous laisse quand même le faire. Vous pouvez le faire. C'est aussi parce que Nvidia derrière a investi là-dessus depuis de nombreuses années. Ils ont rendu leur GPU capable de faire tourner des modèles d'IA. À côté de ça, AMD, c'est que depuis très récent, depuis les RX 7000, que vraiment leurs GPU peuvent faire plus tourner des IA. Avant ça, ça tournait juste sur les stream processeurs, donc il n'y avait pas de matériel dédié pour faire tourner les IA, ça tournait littéralement sur le GPU. Et c'est pour ça que ce n'est pas forcément le plus efficace. Mais quand même, dans les RX 7000, il y a un petit peu de matériel derrière, et on l'a vu aussi, ils ont leaké sans faire exprès, et je pense même, honnêtement, que c'est un développeur de chez AMD qui a leaké sans faire exprès
la DLL qui permet de faire tourner justement FSR 4 sur les RX 6000 et 7000 en utilisant plutôt les int 8 plutôt que les FP 8 qui sont utilisés notamment sur les RX 9000. Donc je suis pratiquement sûr que c'était fait un petit peu exprès, mais dans tous les cas, on sait que c'est possible. Il y a un impact en performance, mais c'est possible, et derrière AMD ne le rend pas disponible. Et c'est ça qui est assez dommage, parce qu'à côté de ça, Nvidia, même s'ils ont évidemment des fonctionnalités qui sont propriétaires aux dernières RTX, notamment le multiframe génération et tout ça, ils continuent de mettre à jour la version, on va dire, de base de DLSS, qui est le super résolution, l'upscale d'image, qui est la meilleure technologie selon moi. Ils continuent de le mettre à jour même sur les vieilles RTX 2000. Et à côté de ça, AMD abandonne littéralement leur ancien consommateur, alors même qu'ils ont ils ont rendu possible de faire tourner FSR 4 sur ces anciens GPU. Donc c'est ça qui est, c'est assez dommage. C'est le genre de truc qu'on n'attend pas d'AMD, c'est le genre de truc qu'on attendrait normalement d'NVIDIA en fait. Et pourtant, c'est AMD qui l'a fait ici. Et ça montre juste que, oui, n'importe quelle entreprise, surtout cotée en bourse, est là pour faire de l'argent. Et si une décision permet de leur faire plus d'argent, même si c'est au détriment du consommateur, ils le feront quand même. Et là, dans ce cas-là, AMD veut se concentrer sur le futur. Ils veulent développer des GPU qui font tourner les modèles d'IA parce que c'est là où il y a de l'argent. Ils se concentrent plus sur le marché data center. Ils se concentrent plus sur les RX 9000 qui sont parfaitement capables de faire tourner les modèles d'IA. Et derrière, ils abandonnent un petit peu les processeurs d'RX 7000 et 6000. Et c'est ça qui est vraiment, encore une fois, dommage. Donc, j'espère qu'AMD ne fera pas juste cette promesse de oui, peut-être dans le futur. Non, faites-le maintenant. Parce que là, vous êtes bêtement en train de perdre des parts de marché. Et en plus, avec le fait que les pièces de PC gamer sont en train de exploser au niveau prix, si vous êtes sur une RX 6000, vous n'avez pas forcément envie de passer sur une nouvelle carte graphique parce que ça va coûter cher. Donc, donner accès à une technologie qui permettrait de donner juste un petit peu plus de vie à votre GPU, ça ferait pas de mal. Et ce serait, selon moi, une bonne chose de la part d'AMD. Ce serait, au niveau marketing, ce serait une victoire. Il pourrait juste dire ok, on vous rend ça disponible même si vous avez une ancienne RX 6000 ou 7000, voilà, vous avez la DLL maintenant, c'est dans le driver, vous pouvez choisir de l'activer ou pas. Il y aurait beaucoup de gens qui seraient contents. Ça leur coûterait pas grand chose de le faire, ça rendrait la communauté contente, et pourtant ils ne le font toujours pas. Et c'est ça que je dis, pratiquement sûr que le leak de cette DLL fin 2025 était de la part d'un développeur qui a un petit peu fait exprès selon moi, et qui peut-être n'était pas satisfait justement par la stratégie marketing d'AMD de ne pas sortir ça. Et il s'est dit, tant pis, je vais faire une erreur, je vais le sortir quand même. Et comme de toute manière, AMD a absolument besoin de développeurs et surtout d'ingénieurs drivers, je ne me ferai pas virer parce qu'ils ont absolument besoin de moi. À mon avis, je le sens un truc comme ça, je le sens tellement. Ensuite, à côté de ça, vous avez évidemment Intel qui a présenté Panther Lake, qui est la nouvelle architecture CPU mobile, qui est très prometteuse. Il y a pas mal d'ordinateurs portables qui ont été annoncés, on en verra un petit peu après. Et ils ont même discuté le fait de peut-être sortir un Core G3 extrême, qui, je pense que vous devez le deviner selon le nom, est basé sur Panther Lake évidemment, mais surtout est centré sur le gaming. Donc ce serait un concurrent direct au puce Z de chez AMD. Et ça, c'est selon moi une stratégie que doit totalement faire Intel. Avec la nouvelle architecture GPU qu'ils ont justement dans Panther Lake, Intel a rattrapé le retard qu'ils avaient sur AMD et même dépassé. Et donc, sortir une puce spéciale pour les consoles mobiles semble tout à fait logique. Donc, cette puce G3 va forcément arriver. Et qu'est-ce que ça donne au niveau spec? Alors, vous avez une G3 extrême et une G3 normale. Toutes les deux ont la même configuration au niveau CPU, donc 2 cœurs haute performance, 8 cœurs haute efficacité énergétique, plus 4 cœurs très haute efficacité énergétique. Donc là, ils semblent vraiment viser l'efficacité énergétique, ce qui est logique pour un appareil mobile, comparé par exemple aux autres puces Panther Lake qui ont bien souvent 4 cœurs haute performance. On a toujours une bonne fréquence CPU, et au niveau GPU, nous avons au final une configuration qui n'est pas trop mal parce que la puce extrême évidemment a plus de cœurs GPU, elle en a 12 et c'est une ARC B380. Comparé au plus gros CPU Panther Lake qui a une ARC B390, c'est en réalité le même nombre de cœurs GPU, c'est juste que la fréquence est un peu plus basse. On passe de 2,5 GHz à 2,3, qui en réalité, à mon avis, dans un appareil mobile qui est fait pour consommer 15 watts, ça ne devrait pas poser de problème. Surtout, tenez compte derrière que comme le CPU est un petit peu plus efficace au niveau énergétique, le GPU aura plus de possibilités de booster au niveau fréquence derrière.
Alors que si vous aviez mis peut-être un de ces Core Ultra X9, oui, qui paraît plus puissant dans une console mobile, peut-être qu'il se serait limité au niveau consommation à cause de ces cœurs. C'est ce qu'on a déjà vu sur les puces Z2 Extreme notamment. Donc le choix est tout à fait logique. Et pour la version G3 normale, vous avez 10 cœurs Xe et toujours une bonne fréquence. Donc en réalité, franchement, niveau spec, c'est pas trop mal. Je pense même qu'ils ont de quoi faire, de quoi avoir justement une offre très intéressante qui va être utilisée par pas mal de marques pour justement concurrencer les consoles mobiles de chez AMD. Ils ont toujours évidemment le désavantage des drivers qui se sont pas mal améliorés, mais qui toujours un petit peu en retrait par rapport à AMD, donc ça, ils devront toujours travailler là-dessus, mais ils ont selon moi une offre assez intéressante. Et évidemment, AMD a aussi annoncé leurs nouveaux processeurs mobiles qui vont arriver dans de nouveaux ordinateurs portables, et comme on avait déjà pu le traiter dans une précédente news, ceux-ci ne sont pas les plus intéressants. Donc voici les Ryzen AI 300, qui étaient ceux de l'année dernière. Donc on peut voir que le plus grand modèle avec 12 cœurs, 24 threads, une fréquence jusqu'à 5,1 GHz. Et bien, si on passe au Ryzen AI 400, on peut voir que les specs sont basiquement les mêmes. C'est littéralement les mêmes specs. La seule différence, c'est que la fréquence en boost augmente de 100 MHz. Yay! Et aussi, nous avons un nouveau NPU qui est plus puissant, quelque chose que totalement les gens utilisent, pas du tout. Parce que quand vous utilisez ChatGPT ou autre chose, ça tourne dans le cloud. Donc, avoir un NPU sur votre PC, ça sert à rien. Ça sert littéralement à rien. Donc là, très très faiblard comme upgrade. Le GPU est exactement le même. On est toujours sur le Radeon 890M. Donc alors que Intel a sorti un nouveau GPU qui est beaucoup plus puissant, AMD a juste ressorti exactement le même GPU. C'est ça qui est assez problématique. Toujours basé d'ailleurs sur RDNA 3.5. Donc toujours pas. Oui, AMD a sorti un nouveau processeur. Quand on y pense, ils ont sorti un nouveau processeur qui a AI dans le nom en 2026 qui ne sait toujours pas faire tourner FSR 4. C'est abusé quand on y pense, c'est vraiment abusé. Donc quoi qu'il arrive, ces Ryzen AI 400 valent pas la peine. Si vous pouvez avoir un deal sur un ordinateur portable de l'année dernière avec un Ryzen AI 300 qui utilisera de toute façon les mêmes GPU, si vous avez un GPU dédié, ce sera toujours une RTX 5000 de toute manière, eh bien ça vaudra largement la peine. Derrière, par contre, ils ont annoncé officiellement les Ryzen AI Max, enfin les nouveaux. Donc, nous avons notamment le Max Plus 392, qui, je vous rappelle, lui, a 12 cœurs au lieu de 16 cœurs, mais toujours l'énorme GPU avec 40 CU, qui est le 8060S. Et puis, vous avez aussi le Ryzen AI Max 388, qui, lui, a 8 cœurs 16 threads et toujours l'entièreté du GPU. Et donc ça, c'est selon moi certainement les CPU mobiles AMD qui ont été annoncés qui sont les plus intéressants. Parce que là, il y a réellement quelque chose qui pourrait être utile pour les consoles mobiles ou des ordinateurs portables très compacts, mais qui ont toujours pas mal de puissance GPU. Et pour changer un petit peu par rapport aux annonces de nouveaux CPU, GPU, tout ça, une autre news pas forcément des plus réjouissantes, nous avons le fait que les refroidissements CPU ainsi que les alimentations PC pourraient augmenter en prix de 6 à 10%. Et c'est dû notamment, évidemment, à tout ce qui se passe au niveau data center d'IA, parce que vous avez le fait que notamment le cuivre est en train d'augmenter en prix énormément en 2025. Il a beaucoup augmenté, il continue d'augmenter en 2026. Et beaucoup de ces refroidissements CPU et ces alimentations utilisent pas mal de cuivre. Donc forcément, ça semble logique. Derrière, le prix va augmenter. Ils ne peuvent pas se permettre d'absorber l'augmentation du coût. Surtout sur les refroidissements CPU notamment, ils sont déjà... La marge sur les refroidissements CPU est minime, mais vraiment minime. Quand vous regardez Thermalright, notamment, ils vendent des refroidissements des fois pour 20 € et qui offrent énormément pour 20 €. Donc forcément, derrière, ils ne peuvent pas continuer comme ça si le prix de un de leurs matériaux les plus importants est en train d'augmenter derrière. Parce que même si le refroidissement est en aluminium avec les ailettes, les coil ducts, notamment les heat pipes, ces tubes en métal qui permettent de transfert à la chaleur sont faits en cuivre. Donc forcément, derrière, vous allez avoir une augmentation du prix. Mais derrière, une petite news positive, parce que vous avez une entreprise chinoise que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui est InnoSilicon, qui a commencé à livrer de la mémoire LPDDR6. Donc ça, c'est évidemment le prochain type de mémoire mobile qu'on va avoir dans notamment les téléphones et même certains ultrabooks, qui est beaucoup plus rapide que la LPDDR5 ou 5X, qui peut même atteindre, pour information ici sur ces puces en particulier, 14,4 Gbps par pin, ce qui est énorme. Et donc, ils ont commencé apparemment à livrer. Donc, c'est pas juste, ils ont commencé à produire. Ils ont déjà commencé à produire. Ils commencent à livrer à des clients cette mémoire à utiliser pour
certainement le plus logique, la LPDDR6 comme ça pourrait être soit des téléphones, haute performance, des nouveaux téléphones, peut-être même chez Xiaomi, Huawei, tout ça, ou alors le marché des data centers. Parce que derrière, vous avez Nvidia qui a annoncé évidemment beaucoup de choses au niveau data center, et justement, une de ces annonces, pour juste vous illustrer pourquoi la RAM coûte aussi cher, ils ont annoncé évidemment leur prochaine architecture qui est Vera Rubin, et notamment ils ont montré un petit peu les racks qui vont utiliser ces nouveaux GPU. Nous avons ici, par exemple, le Vera Rubin NVL72, comme vous pouvez voir, qui a 5 fois plus de puissance que Blackwell, donc 3,6 e-flop. Je ne sais même pas ce que c'est des e-flops, honnêtement. Nous avons aussi le NVFP4. Nous avons du coup aussi la quantité de RAM. Donc oui, ça utilise pour le CPU de la LPDDR5X. Donc pas la LPDDR6 ici, mais ça utilise 54 Tera de LPDDR5X, ce qui est 2,5 fois plus qu'un rack serveur Blackwell. Donc ça vous montre ici pourquoi le prix de la RAM est en train d'augmenter. Vous avez aussi plus de mémoire HBM, mais au final, l'augmentation de la mémoire HBM est juste de 1,5, ce qui est assez abusé. Donc oui, ces énormes racks serveurs, étonnamment, utilisent énormément, mais je dis bien énormément, de puces LPDDR5X, qui sont normalement des puces qu'on utilise souvent pour les smartphones, pour les ultrabooks. Et donc, c'est pour ça que le prix de la RAM est en train d'augmenter énormément. Parce que c'est pas juste la mémoire HBM, c'est pas juste cette mémoire faite pour les GPU haute performance. Vous avez aussi la LPDDR5X qui est énormément demandée pour les data centers. Donc, pour faire une référence par rapport à la précédente news avec la LPDDR6, c'est possible aussi que cette LPDDR6 soit utilisée dans des data centers en Chine pour des calculateurs d'IA chinois qui utiliseraient justement cette LPDDR6 avec des CPU ARM ou autre chose. Et tant qu'on parle d'IA, enfin une news selon moi positive, vous avez Dell qui admet que oui, les gens n'en ont rien à faire des PC IA. Parce que la plupart des gens qui utilisent des IA, c'est souvent ChatGPT, c'est Gemini, c'est des chats qui sont dans le cloud, qui n'ont pas besoin d'un NPU, qui n'ont même pas besoin d'un PC ultra puissant. Et donc, acheter un PC accéléré pour IA, ça sert littéralement à rien et ça ne veut rien dire. Donc ici, Kevin Terwilliger, je pense que c'est ça son nom, qui est Dell Head of Product, a indiqué que mettre IA dans le nom d'un PC ne vendait pas plus, même pas du tout. Et derrière, les gens étaient même confus avec le fait d'ajouter IA dans le nom parce qu'ils étaient en mode à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je peux utiliser ChatGPT s'il y a IA dans le nom? Ça juste pose de la confusion. Et donc, à partir de cette année-ci, Dell a arrêté tout simplement de commencer à mettre IA dans le nom des PC et ils ont même arrêté de mettre en avant ça dans le marketing. Ils ont même ressorti la gamme XPS parce que si vous vous souvenez, l'année dernière, ils avaient fait cette drôle de décision de renommer tous leurs PC avec cette nomenclature qui ressemble énormément à Apple avec des Dell Pro Max, des Dell X Pro Max Plus ou autre chose qui était très mauvais. Mais derrière, cette année-ci, ils se sont dit ouais, non, c'était une très mauvaise décision. À mon avis, ils ont perdu en vente. Et donc, ils vont ramener la gamme XPS. Et cette gamme XPS n'a même pas forcément IA dans le nom. Ils s'en fichent, en fait. Et vous avez une première vidéo qui est sortie. Alors, c'est une vidéo sponsorisée de Dev2D sur un de ces ordinateurs. Tenez en compte qu'il n'y a aucun chiffre de performance pour le moment. Mais il y a quelques trucs intéressants. Nous avons déjà le fait qu'ils ont revu le design un petit peu. Donc, il est, selon moi, meilleur. Vous avez notamment le fait que enfin, ils ont déjà la possibilité d'ouvrir plus facilement l'ordinateur. Donc, comme vous pouvez voir, vous enlevez juste le capot comme ça, avec le clavier et le trackpad, un petit peu comme le fait Framework avec le Framework 13. Vous avez juste un connecteur à déconnecter ici. Et derrière, vous pouvez déjà changer facilement le clavier et le trackpad, ce qui est très important. Vous avez accès à tout le matériel. On peut voir le SSD ici. Alors, sur ce modèle en particulier, oui, j'ai pas l'impression qu'ils utilisent un modèle LPK, mais ça, c'est très dommage. Je pense que surtout que c'est eux qui ont introduit ça. Donc ça, c'est clairement un manquement. Mais le reste assez accessible. Et une autre nouveauté intéressante, c'est la batterie. La batterie ici de 70 Wh, qui en réalité, pour une batterie de 70 Wh n'est pas si grosse, utilise une de ces nouvelles technologies de batterie qu'on a, notamment dans les OnePlus, qu'on a dans les nouveaux téléphones Xiaomi, qui est cette nouvelle batterie au lithium qui est beaucoup plus dense et qui permet de justement avoir plus de capacité dans une zone plus petite. Donc ça, c'est très intéressant. Ce qui est moins intéressant par contre, c'est que c'est le modèle 14 pouces et 16 pouces utilisent exactement la même batterie de 70 Wh. Donc oui, ils ont clairement la place dans le modèle 16 pouces de mettre, je sais pas moi, 99 Wh, qui est la limite maximum que vous pouvez apporter dans un avion, mais ils l'ont pas fait. Drôle de choix.
Les ventilateurs, par contre, sont assez massifs, donc ça devrait être assez bon au niveau refroidissement. Et une autre amélioration qu'ils ont un petit peu fait, c'est que le trackpad sur l'ancien modèle, vous pouvez voir c'était une surface où il n'y avait aucune marque. Donc vous ne saviez pas où finissait ou où commençait le trackpad. Donc ça, c'était assez dommage. Maintenant, ils ont rajouté une petite marque qui se voit un petit peu ici. Je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais il y a une petite marque qui indique où le trackpad commence et finit. Et ils utilisent un trackpad haptique comme Apple, ce qui est selon moi une très bonne chose. J'aimerais que plus d'ordinateurs portables en utilisent justement, mais ce n'est pas le cas et c'est vraiment dommage. Si vous avez déjà testé un trackpad haptique, je pense que vous pouvez le confirmer, ça change. Pour moi, ça change énormément de choses et ça rend les ordinateurs portables encore plus utilisables. Donc j'aimerais que plus de marques en utilisent. Ils ont aussi ils avaient des boutons aussi captifs, enfin des boutons tactiles au-dessus, comme un petit peu le faisait Apple avec la touch bar, si je me souviens bien. Ils ont enlevé ça, ils ont remis des boutons physiques, donc ça c'est une très bonne chose aussi. Donc Dell semble avoir écouté la communauté. Après, Dell reste Dell. C'est ça que Dell est une entreprise qui a des capacités incroyables. Ils pourraient littéralement faire maintenant un ordinateur portable hyper intéressant à un bon prix qui concurrence totalement Apple et tout ça. Ils pourraient totalement le faire. Mais ils ne le font pas parce que Dell est Dell et ils maximisent les profits derrière. Et je pense que l'année dernière, ils se sont dit ouais, on peut maximiser les profits en copiant la nomenclature Apple, ça va faire vendre et tout ça. Et je pense qu'ils se sont totalement tiré une balle dans le pied en faisant ça. Et je pense que cette année-ci, ils sont en mode ok, on va peut-être revenir en arrière et on va sortir des choses que les gens veulent plutôt que de faire ce que le marketing nous dit de faire. Après, ça reste Dell, donc ça reste toujours très cher comme ordinateur, tenez-en compte. Tant qu'on parle d'ordinateur, je vais parler un petit peu d'ordinateur selon moi intéressant qui était annoncé lors du CES. On avait évidemment ensuite de Lenovo avec l'écran qui est roulable, mais il coûte hyper cher, donc pas forcément accessible. Par contre, ici, un truc, bon, on ne sait pas encore le prix. Vous avez Asus qui a annoncé le Asus TUF Gaming A14 qui existait déjà, mais la version 2026 aura une option avec un Ryzen AI Max. Oui, et pas le Ryzen AI Max 395 qui est très impressionnant mais qui ne sert à rien. Ici, ça utilisera le Ryzen AI Max Plus 392 qui est le 12 cœurs 24 threads qui a toujours l'énorme GPU derrière. Donc, ça veut dire qu'on aurait quand même pas mal de puissance GPU, de la puissance CPU on va dire raisonnable. 12 cœurs CPU, je pense, c'est pas mal. 8 cœurs aurait été largement suffisant, mais 12 cœurs, je pense que c'était un bon compromis entre 8 et 16. Et derrière, vous aurez un modèle 64 Go de RAM et 32 Go de RAM. Évidemment, la RAM est soudée, tenez-en compte. Et du coup, ça nous donne un ordinateur portable gaming ultra portable qui, à mon avis, aura un TDP sur le CPU-GPU qui sera maximum 100 watts, parce que c'est ce que vise le TUF A14. Il existe une version avec un GPU NVIDIA de cet ordinateur portable qui utilise notamment, il me semble, une 5060 qui est aussi limitée à une centaine de watts. Donc, ce serait logique que ce soit la même chose, mais tenez compte que les Ryzen AI Max sont très efficaces au niveau énergétique, même vraiment très efficaces. Donc, on a enfin un ordinateur portable avec un châssis plutôt bon, parce que le TUF A14 est plutôt bon au niveau design. Il est raisonnable au niveau prix, je dis bien raisonnable. Et derrière, on aurait enfin ce CPU dans un châssis qui est intéressant en fait. Donc c'est ça que je trouve très intéressant et j'ai hâte de voir justement ce que donne ce TUF A14. Et derrière, bon ça c'est vraiment plus pour moi, ils ont aussi sorti, alors le nom est bizarre et la collaboration est très bizarre, ils ont sorti un ProArt GoPro Edition. Donc c'est un ordinateur portable ProArt, donc ils sont plus faits pour les créateurs, mais version GoPro. Qui achète encore des GoPro en 2025 ou 2026, même maintenant? Je ne sais pas trop. Dans tous les cas, c'est le PX13 qui existait déjà avant, bien souvent qui utilisait un GPU NVIDIA, peut-être une 4050, une 5050 et un CPU Intel, bien souvent. La première version du PX, en réalité, qui s'appelait aussi le Flow X13, utilisait un CPU AMD, mais toujours un GPU NVIDIA. Et j'avais pu en avoir un sous la main et j'adorais franchement, personnellement, cet ordinateur portable. J'avais même acheté un Flow X13 pour moi-même parce que j'adorais vraiment le principe derrière. C'est un ordinateur portable pour information 13 pouces avec un écran tactile. Vous pouvez le mettre en mode tablette et tout ça. J'adorais cet ordinateur, mais j'avais besoin de plus de puissance, donc au final, j'ai décidé de m'en séparer. Et ici, cette nouvelle version du PX13 utilise le Ryzen AI Max 395. Donc, c'est comme j'avais dit quand ils avaient annoncé la tablette l'année dernière, qui était la Flow Z13, avec justement ce CPU, j'avais dit que ça n'a pas beaucoup de sens de le mettre dans une tablette. Ils auraient dû plutôt le mettre dans le design justement du Flow X13. Eh bien, ils viennent de le faire, parce que le PX13 est un Flow X13,
Donc, on va avoir tous les avantages derrière. Bon, par contre, c'est le Max Plus 395 qui est selon moi totalement overkill pour un tel appareil. Même pour un créateur de contenu, ça n'a même juste pas énormément de sens parce que je rappelle que tous les logiciels, notamment de la suite Adobe, sont plus optimisés Intel, Nvidia. Donc, même si vous enregistrez des vidéos avec des GoPro, je pense que ce serait plus intéressant d'avoir ça. Mais pour les gamers, par contre, ça pourrait donner une option très intéressante d'un ordinateur portable gaming très compact, qui reste un ordinateur, c'est pas une tablette gaming. Donc, pour moi, je pense que ce sera plus intéressant, même si ce sera clairement un produit de niche, vu que c'est la gamme ProArt. Aussi, j'ai pas regardé, parce que le PX13, le problème, c'est que les anciens modèles étaient limités à 60 Hz, qui était... Voilà. Et c'est toujours le cas, je le vois, 60 Hz. Oh. Asus, what? Je sais que les panels pour la création de contenu n'ont pas besoin de tourner à 120 fps, et même des fois, le faire tourner à 120 Hz peut compromettre l'intégrité des couleurs et tout ça. Mais 120 Hz en 2026, franchement, c'est pas compliqué sur un ordinateur portable créateur de contenu. Vous avez plein d'ordinateurs de créateurs de contenu avec des écrans 100 Hz, et sur celui-là, pour je ne sais quelle raison, vous continuez de mettre l'écran 60 Hz. Ah, ça gâche totalement le truc. Je retire tout ce que j'ai dit sur cet ordi, franchement, ça ne vaut pas la peine. Imaginez, sur les dernières GoPro, vous pouvez enregistrer en 4K 120 fps, mais vous ne pourrez pas regarder ce 4K 120 fps sur l'ordi qui a le nom GoPro, parce que l'écran n'est même pas 4K en réalité, et surtout pas 120 fps. Génial, merci Asus. Ensuite, on continue avec plus d'annonces qui, selon moi, sont intéressantes. Ici, vous avez One X qui a annoncé le One X GPU 3, qui est un GPU mobile, donc vous pouvez brancher un ordinateur portable ou même un mini PC. Donc c'est un de ces GPU externes, en gros, qui utilise ici une RX 9070 XT. Et pas une version mobile, c'est une full RX 9070 XT. C'est juste qu'elle sera limitée par contre à 180 watts de TDP. Donc en réalité, ce sera plus une RX 9070 XT mobile, même s'il n'existe pas. Même si en réalité, 180 watts, avec de l'undervolting, je pense que c'est tout à fait possible d'avoir quand même pas mal de puissance de cette RX 9070 XT. Clairement plus qu'une 9060 XT. Et vous avez toujours ce full GPU, vous avez toujours les 16 cœurs vous avez toujours les 16 Go de RAM plutôt et tout ça. Donc ça reste un très bon GPU derrière. Et du coup, ce nouveau dock, ce nouveau GPU externe, pour information, utilisera l'USB 4.0 V2. C'est pas écrit correctement ici, mais ça utilise bien la version V2. Et aussi, vous aurez un connecteur au cooling. C'est ça qui est le plus intéressant selon moi. Donc 180 watts maximum. Vous pourrez recharger aussi votre ordinateur portable jusqu'à 100 watts, ce qui est très bon. Vous aurez un port non, c'est un port 1 gigabit. Ça, c'est un peu dommage par contre. Un petit peu d'USB dessus. Et au niveau hors dimension, il reste assez petit, mais à mon avis, il va avoir son poids, clairement. Vous pouvez voir qu'il fait 228 mm sur 165 sur 48, ce qui est en réalité, au final, pas très loin de la taille de leur ancien GPU mobile qui utilisait une RX 7800M. Et contrairement à la 7800M, qui était un GPU très rare et qui coûtait cher, ici, comme c'est une 9070 XT, en toute logique, ça devrait coûter à peine plus cher qu'une 9070 XT. Parce qu'ils ont juste acheté un GPU normal qui aurait été mis dans un PC fixe, plutôt sur une carte graphique normale. Donc, si vous ne le savez pas, les GPU mobiles, même si des fois ils ont des moins bonnes specs, coûtent plus cher que la version PC fixe, ce qui est assez illogique, mais bon. Mais ici, comme ils ont mis un full GPU normalement réservé à un PC fixe, en toute logique, ça devrait diminuer le prix. Tenez compte évidemment que c'est un truc custom, hein. Ils ont fait leur propre PCB. Vous pouvez pas, il n'y a pas un port PCI Express, vous ne pouvez pas le mettre dans un PC, ce truc, hein. C'est vraiment un GPU externe. Mais ça utilise quand même, encore une fois, un GPU de PC fixe qui, en toute logique, devrait limiter le prix. On n'a pas encore le prix, toutefois. Mais l'ancien One X GPU 2 coûtait 1049 $. En toute logique, selon moi, il devrait garder à peu près le même prix. Je vois aucune raison d'augmenter le prix, surtout que, encore une fois, c'est un GPU de PC fixe qui ne devrait pas coûter plus cher comparé à un GPU mobile. Et tant qu'on parle un petit peu de cartes graphiques intéressantes, vous avez Vastarmore, qui est une marque un peu inconnue, qui a annoncé, ou plutôt montré, une RX 9060 XT low profile. Et ça, c'est selon moi très intéressant. On avait vu l'annonce récemment que AMD avait annoncé une 9060 XT LP, qui donnait l'impression que c'était une low profile, mais c'était low power, ce qui était un petit peu dommage, parce que les cartes low profile ont un intérêt assez important en réalité dans les mini PC ITX vraiment très petits, et il y a très peu d'options. La seule option que vous avez, c'est la RTX 5060 ou la 4060. Et c'est deux GPU qui ont une certaine puissance, mais qui sont
qui sont vite limitées en quantité de RAM, de VRAM et surtout en termes de puissance. Ici, une full 9060 XT, 16 Go, même avec un TDP un petit peu baissé pour qu'elle ne surchauffe pas, serait hyper intéressant dans ce format. Et comme vous pouvez voir, oui, ça fait vraiment 2 slots et encore une fois, c'est du low profile. Donc ça, si ça sort réellement, ce serait hyper intéressant. Alors, ça ressemble vraiment à un prototype, vous pouvez voir même que la backplate a été coupée. Ici, le logo AMD n'est même pas complet, donc tenez-en compte, c'est clairement un prototype. Mais s'il sort réellement ça sur le marché, je pense que ce serait une carte assez populaire pour justement les personnes qui veulent faire des mini PCIe en dessous de 4 litres, très compact, c'est juste parfait. Et tant qu'on parle un petit peu de GPU pour le mini TX ou en tout cas des PC assez compacts, vous avez PNY, ou PNY si vous préférez, qui a annoncé 3 nouvelles RTX 5000, une 5070, une 5070 Ti et une 5080 dual slot. Donc oui, fini les énormes cartes qui font 4 slots qui sont énormes. Toutes ces cartes font 2 slots maximum. Donc c'est-à-dire qu'elles pourraient rentrer dans des boîtiers assez compacts. Le seul problème, et c'est ça que quand j'ai vu ça, j'étais en mode « Oh non, pourquoi vous avez fait ça ?» Le seul problème, c'est qu'elles sont énormes. Donc oui, elles sont fines, mais elles sont très hautes. Notamment ça, c'est la 5080, comme vous pouvez voir, elle est ultra haute. Et elle reste toujours très profonde. 300 mm pour information, donc 30 cm, c'est juste trop gros. Là, j'enregistre cette vidéo sur mon mini PCTX, j'ai déjà fait plein de vidéos dessus. Pour information, ça utilise un GPU qui fait 2 slots maximum, donc un petit peu comme ces GPU-là. Ça utilise d'ailleurs un GPU de PNY, d'ailleurs, qui est une 4070 Super, 4070 Ti Super même, que j'ai modifié pour qu'elle fasse 2 slots. Et du coup, si je voulais remplacer par une de ces cartes, mais je ne pourrais pas, parce que je suis limité à une longueur maximum de 270 mm. Et aucune de ces cartes est en dessous de ça. Même la 5070, au final, fait 290 mm selon les specs ici, et j'ai même été voir sur le site web. Oui, c'est juste trop grand, en fait. Même chose avec la 5070 Ti. Non, ça, c'est la 5070, justement. Ça doit être la 5070 Ti, je ne sais même pas, en vrai. Dans tous les cas... Oui, ça 5080 et ça c'est un 5070. Dans tous les cas, elles sont trop profondes. Et elles sont aussi trop hautes. Parce que alors, en réalité, le connecteur d'alimentation est déporté, comme vous pouvez voir. Donc ça aide. Même s'ils auraient pu mettre un trou de l'autre côté pour que le connecteur puisse sortir de n'importe quel côté, ça aurait été mieux. Mais ça aide clairement. Mais je pense que c'est un peu trop. Mais surtout, ouais, c'est la profondeur qui pose problème ici. S'ils étaient restés en dessous de 270 mm, j'aurais eu enfin la possibilité d'upgrade ce mini PC. Mais je ne peux toujours pas. Il n'y a littéralement aucune option. J'attends toujours. Je suis en mode, hey, peut-être. Non. Toujours pas, rien du tout. Et tant qu'on parle RTX 5000, évidemment, on doit parler du fameux connecteur 12 plus 4 pins ou le 16 pins, peu importe comment vous l'appelez. Ce fameux connecteur qu'utilise Nvidia sur le RTX qui a quelques problèmes de temps en temps où il prend feu spontanément parce que il a juste été mal implémenté. Le problème pour ceux qui se demandent, c'est que oui, vous avez 16 pins, mais 4 pins, c'est juste pour des données, ça sert à rien. Il y a 12 pins vraiment pour l'alimentation, et même dans les 12 pins, il y a seulement 6 pins qui sont utilisés pour apporter le courant électrique à la carte. Et des fois, juste la carte est en mode « Oh, finalement, au lieu de répartir l'alimentation sur les 6 pins, je vais juste demander plus sur un des pins. » Et du coup, celui-ci surchauffe, et puis après, le connecteur fond, et des fois, ça prend même feu. Et c'est une version très résumée du problème, mais bien souvent, c'est ce qui se passe. Et des fois aussi, vous avez des personnes qui le connectent mal, mais ça, c'est moins fréquent, on va dire. Surtout avec la nouvelle version du connecteur qui est un peu plus profonde, ça évite ce problème. Dans tous les cas, vous avez notamment MSI qui a annoncé GPU Safeguard qui va permettre, c'est un ensemble de technologies qui permettra d'empêcher ça, et notamment, l'une des technologies vous permettra de monitorer directement les fameux 6 pins d'alimentation dans leur logiciel. Comme vous pouvez voir ici, vous avez les 2 connecteurs ici, et vous pouvez voir chacun des pins, la quantité d'électricité qui passe, donc c'est en ampères. Donc dès que ça dépasse un certain niveau, ça vous dira hey, il y a un problème. Et certainement, ils auront des fonctionnalités comme le fait de faire une alerte, ils le disent d'ailleurs, et peut-être même d'éteindre le PC automatiquement. C'est quelque chose qu'avait déjà Asus sur leur carte Astral, mais il fallait du coup prendre une Astral pour l'avoir. Ici, c'est du côté de l'alimentation, donc ça marche avec n'importe quelle carte qui utilise un connecteur 12 pins, y compris même des cartes AMD. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est dommage qu'on en soit arrivé là, mais voilà. Et pour ceux qui se demandent pourquoi ça n'a pas été fait avant, le truc c'est que la question qu'on pourrait vous dire, c'est pourquoi l'alimentation ne détecte pas qu'il y a trop de
justement de courant qui passe dans un des câbles et ne fait pas quelque chose. Et le truc, c'est que l'alimentation, elle ne fait que fournir bien souvent. C'est la carte graphique qui prend et l'alimentation derrière ne peut pas vraiment restreindre la quantité de courant qui passe dans un des câbles. Elle peut juste monitorer. C'est tout ce qu'elle peut faire. Alors, je ne suis pas électricien, mais c'est en tout cas, si je comprends bien comment ça se passe, c'est vraiment la carte graphique qui prend d'elle-même et qui sait ce qu'elle prend. Et derrière, c'est à elle de réguler normalement ce qu'elle prend sur chacun des câbles. L'alimentation ne peut pas vraiment le contrôler. Donc ils auraient pu déjà monitorer. En 2025, des constructeurs d'alimentation auraient pu déjà commencer à faire du monitoring, notamment Corsair. Ils ont Corsair Link, ils auraient pu déjà le faire. Ils ne l'ont pas fait, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, ils auraient pu déjà faire ça. Donc ça arrive seulement maintenant. C'est un peu bizarre qu'ils aient pris autant de temps. Peut-être qu'ils espéraient que le problème soit réglé, mais ce n'était pas le cas. Surtout avec MSI, il y avait eu plusieurs news comme quoi leur connecteur avec les pins, ils avaient des pins jaunes qui permettaient de voir si c'était bien branché. Il y en avait plusieurs qui avaient brûlé justement. Mais ils se sont dit, non, fini de compter là-dessus, on va juste mettre des sécurités directement. Et derrière, ça leur permet de vendre une alimentation plus chère. Et derrière, vous avez une autre marque qui va faire la même chose, c'est Cooler Master. Et c'est exactement la même chose, vous avez une lumière qui permet de dire si c'est bien ou pas bien branché. Et puis derrière, vous avez ce petit boîtier qui vous permettra de faire basiquement la même chose qu'MSI, monitorer ce qui se passe sur chacun des pins et vous alerter en cas de problème. Donc oui, encore une fois, extrêmement dommage qu'on en arrive là, de devoir créer ce genre de solution. Le plus logique, ce serait de enfin corriger ce connecteur ou de corriger comment il est implémenté, parce qu'encore une fois, le connecteur n'aurait aucun problème si derrière, sur la carte graphique, sur le PCB de la carte graphique, il y avait quelques composants en plus qui permettaient de limiter la quantité de courant sur chacun des pins. C'est tout à fait possible de le faire, c'est juste que ça prend un peu de place, et ça prend un petit peu, justement, du coup, ça augmente le coût du PCB. C'est aussi pour ça que peut-être certaines marques ne l'ont jamais implémenté. Dans tout cas, ça pourrait être fait, mais ce n'est pas fait. Donc maintenant, c'est les constructeurs d'alimentation qui prennent la responsabilité, je suppose. Donc, ma foi, merci à eux, même si techniquement, notamment MSI fait des cartes graphiques et ils pourraient juste régler le problème sur leur carte graphique directement. Enfin bref. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi, qui était plus concentré hardware. La semaine prochaine, je vais plus parler des news plus grand public, notamment un petit peu TV, écran, technologie d'écran et tout ça, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été évidemment annoncées au CES, même si en réalité c'était un peu un CES calme. Donc je suis plutôt content de ne pas avoir y été parce que le gros des résumés des annonces c'était IA. On a mis de l'IA dans ce produit qui ne sert à rien, notamment un petit peu Razer. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, pour laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao. Et aussi d'ailleurs bonne année parce que c'est la première vidéo de 2026 que je fais. Je suis en train de me rendre compte. Bonne année 2026. Oui. AI.